On va charger le gamin, on va maquiller la bavure et on va couvrir le collègue. C'est considéré comme un crime, c'est passible des assises et de 15 ans de prison ferme. Qu'est-ce qui pousse un journaliste de 29 ans à consacrer plus de 2 ans de sa vie à infiltrer les rangs de la police? Partir du principe qu'il n'y a qu'un voyage clandestin dans un commissariat qui peut permettre de voir ce qu'on ne voit jamais. La police fait face à 2 grands tabous. Les violences policières d'un côté, et de l'autre, tout ce qui est lié aux conditions de travail, au mal-être policier de manière générale. Et moi, j'avais simplement envie de montrer, de raconter le quotidien d'un policier dans un quartier populaire. Vous démarrez par l'école de police. Cette formation, elle va durer 12 semaines. C'est quoi qui va vous frapper le plus? C'est le fait qu'en 3 mois seulement, je vais avoir une habilitation pour porter une arme sur la voie publique, donc marcher dans la rue en uniforme de policier, avec une arme à la ceinture. Et je me dis, waouh, c'est vraiment de la police low cost. Le cours, par exemple, sur les violences conjugales, ça dure 3 heures, c'est à la fin de la scolarité. Et les 3 heures là, ça ressemble un peu à un cours d'anglais de fin d'année, vous voyez. Donc il y a 1 heure théorique, et les 2 heures qui restent, c'est consacré à la projection d'un film. Autre aspect qui montre que cette formation-là, elle était low cost, c'est le 1% environ consacré au code de déontologie. Donc le code de déontologie, c'est ce qui régit les pratiques des policiers et des gendarmes en France. Le 24 novembre 2017, après 3 mois d'études, vous obtenez votre concours d'ADS, adjoint de sécurité. Vous êtes officiellement flic. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Ça faisait que 3 mois que j'étais dans la police, mais j'avais tellement peur de me faire griller pendant l'école, que je me suis dit, bon, je vais enfin m'échapper de cette école-là. L'idée, c'était de faire 3 mois d'école, 6 mois de commissariat et fin de l'infiltration. Et en fait, ça a duré bien plus longtemps parce qu'on m'a affecté dans un service qui s'appelle l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Ça a duré 15 mois. Au bout d'1 an environ, je me dis, mais il me reste presque plus de temps à végéter ici. Donc je demande un commissariat dans un quartier populaire. Et je me retrouve dans le 19e arrondissement, c'était mon premier vœu. Est-ce que vous vous sentez prêt? Est-ce que vous savez manier une arme à ce moment-là? Juste avant d'aller au commissariat, je vais sur YouTube pour trouver un tuto qui m'explique comment est-ce qu'on met en service une arme de policier, parce que c'est une chose que j'ai complètement oubliée depuis 15 mois. Elles sont comment ces premières heures là? Je suis juste stupéfait, parce que rapidement je vois un policier, donc un de mes nouveaux collègues, qui va frapper un gardé à vue. Le gardé à vue demande à aller aux toilettes, et il se fait frapper. Puis ensuite, je me retrouve devant la porte du commissariat, donc je fais la permanence. Et une femme vient pour déposer une main courante pour des violences conjugales. Son mari l'a menacée de mort. Et le policier qui est avec moi, qui m'accompagne, va dire à cette femme, si ça se reproduit, vous revenez nous voir. Je me dis, wow, dans quel monde j'arrive? J'ai assisté régulièrement à des violences. Elles sont toujours faites à l'encontre de personnes noires, d'origine arabe ou des migrants. Toujours. Des migrants, j'en ai vu plusieurs, 3, 4, se faire conduire dans un fourgon, se faire tabasser dans le fourgon, et puis ensuite on va les relâcher à 4 ou 5 km du lieu où on les a interpellés. Ce qui est le plus frappant, c'est que c'est systématiquement des violences qui sont sous les radars. C'est-à-dire qu'elles n'apparaissent jamais sur les ondes radio des policiers, elles ne sont jamais écrites. Ça se passe toujours dans des moments où les policiers ont un peu les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. Donc c'est choquant évidemment de voir ces violences-là. C'est le fait d'une minorité de policiers. Ce qui est extrêmement surprenant, c'est que la majorité des policiers qui fassent partie de la hiérarchie policière ou qui fassent partie de simples collègues ne disent rien devant ça. Et parfois d'ailleurs, ils ne cautionnent pas ces violences-là. Ils ne les cautionnent pas, mais ils disent rien. Il y a ce mot qui est aussi récurrent dans ce livre, c'est le mot bâtard. Les bâtards, c'est le mot générique pour désigner des personnes qui sont souvent des jeunes hommes noirs, d'origine arabe ou des migrants. C'est le mot qu'on utilise entre policiers. Ça va aller jusqu'où ces violences? Et un mardi après-midi, on est appelé parce que des jeunes en bas d'un immeuble ont mis du son sur une enceinte amplifiée. On se rend sur place, on demande aux 6 adolescents de couper le son, ce qu'ils font. Ensuite, on va procéder à leur fouille, on va les palper. On était sur le point de partir puisqu'on avait fait cesser l'infraction et le policier est allé voir l'adolescent, lui a dit « il y en a marre de venir pour ces choses-là, vous croyez qu'on a que ça à foutre ?» et il lui tapote la joue. Donc évidemment, l'adolescent, il est humilié, il est devant ses potes, il va le provoquer, et le policier va le provoquer à son tour et va commencer à frapper. Et puis ensuite, ça va très très vite. Dans la voiture, il a été tabassé, et au commissariat, il a été frappé à nouveau. Le soir même, un policier va rédiger un procès-verbal. Dans le procès-verbal, à aucun moment, le policier n'a frappé, à aucun moment, le policier n'a insulté. Par contre, on va charger le gamin. On va maquiller la bavure, et ça s'appelle un faux en écriture publique. C'est considéré comme un crime, c'est passible des assises et de 15 ans de prison ferme. Les 3 policiers sont auditionnés, donc moi et les 2 autres, et on va couvrir le collègue. On va couvrir le collègue, on va simplement reprendre les éléments qu'il y a dans le faux PV. Pourquoi vous, infiltrer,
vous allez en arriver à couvrir votre collègue? Pourquoi? Parce que dans la police, on balance pas. Celui qui balance, ça devient le traître, et du coup, on va le mettre au placard. J'ai tous les éléments pour raconter une bavure. Et puis je me dis, là, en faisant ça, en prenant ce risque-là, c'est que ça permet à terme de pouvoir délier des langues et de pouvoir raconter et pouvoir dénoncer 1000 autres bavures de ce genre-là. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Il y a la dissociation dans ma tête. C'est d'un côté le policier qui se dit j'ai fait mon devoir de policier, c'est-à-dire que j'ai été corporatiste, j'ai couvert, j'ai aidé, j'ai épaulé mon collègue. Et de l'autre, il y a le journaliste, il y a le citoyen qui se dit waouh, là dans quoi est-ce que je me mets, dans quel képier est-ce que je suis en train de me fourrer. Donc il y a cette vraie dissociation à ce moment-là. Est-ce que le fait qu'une voiture de police mette la sirène, les gyrophares, juste à des fins personnelles, est-ce que c'est un mythe, ça? Je peux vous raconter l'anecdote d'un midi, un déjeuner, où un policier qui était dans la voiture voulait impérativement aller manger dans une boulangerie qui se trouve à l'opposé de Paris. Du coup, on a traversé tout Paris, on a fait l'aller avec les gyrophares hurlants et le retour avec les gyrophares hurlants. Et sur la route, les voitures se rangeaient, se garaient sur le côté un peu comme elles pouvaient, juste pour nous laisser passer. Et pour autant, vous ne cherchez pas à les juger, mais plutôt à les comprendre. Pourquoi? La police, en 2019, c'est 59 suicides. C'est juste colossal, c'est le deuxième métier en France où il y a le plus de suicides. Tellement de suicides d'ailleurs que les sociologues parlent de sursuicide. Fin du printemps de l'année dernière, un policier du 19e arrondissement va se suicider. Donc ça, moi j'assiste en première ligne au suicide d'un policier que je ne connaissais pas parce qu'il ne travaillait pas avec moi. Il y a un vrai mal-être chez les policiers. Les conditions de travail dans la police, elles sont compliquées. Le commissariat est vétuste. Les voitures ne fonctionnent pas. Le matériel, des fois, il ne fonctionne pas non plus. De l'extérieur, les syndicats de police, même le ministère de l'Intérieur, vont défendre la police. Mais quand on est à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a quand même cette grande coupure-là entre la hiérarchie et les policiers de tous les jours, les policiers d'arrondissement, les policiers de quartier, de toutes les villes en France, je pense. Est-ce qu'on ressort de la police comme on y est entré? Au bout de 3-4 mois, c'est la police qui rentre dans ma peau, c'est la police qui s'infiltre en moi, ouais. Parce que je me mets à parler comme mes collègues, parce que quand on est en voiture, les personnes noires d'origine arabe ou les migrants, je les appelle aussi les bâtards. Les gens qui sont en garde à vue, je les tutoie. Donc effectivement, la police pénètre tous les pores de ma peau, oui. La part d'insouciance en moi, je pense qu'elle est définitivement terminée. Ça va laisser des traces dans mon être.